Eh bien, bonjour à tous pour notre dernière séance ce matin de notre colloque. Le premier de nos deux présentations est par Dario Brancato de l'Université de Concordia, qui est professeur agrégé de littérature italienne, philologue de formation. Il a étudié la réception de la consolation de la philosophie de Boce au Moyen Âge et à la Renaissance, ainsi que l'historiographie à Florence au XVIe siècle. Il a publié une monographie en 2018 sur la Bieccio de Benedetto Varchi, la traduction de la consolation la plus connue à la Renaissance, ainsi que plusieurs articles portant sur la littérature italienne du XIVe au XVIIIe siècle. Son projet de recherche actuel, qui est subventionné par le CRSH, porte sur l'histoire de la censure politique et religieuse dans Florence du XVIe siècle, et plus particulièrement sur la manière dont les histoires de Florence commissionnées par le comte Ier de Médicis furent contrôlées, adaptées et parfois même censurées par le pouvoir politique. Dans le cadre de ce projet, il étudie la façon de représenter la dichotomie auteur-censeur dans un environnement numérique. Et son présentation ce matin est intitulée Pouvoir et censure à Florence au XVIe siècle pour une édition numérique de la Chorlia Fiorentina de Benedetto Varchi. À toi, Dario. Pardon, est-ce que vous m'entendez? Allô? On vous entend, mais Oui, oui, on vous on ne entend On voit bien. plus votre ne voit plus tes écran. diapos. OK, je vais partager mon écran. Ça devrait fonctionner maintenant. Voilà, c'est bon. C'est bon, parfait, merci beaucoup. Donc, normalement, dans cette session, c'est normalement une aperçu sur les éditions multilingues. Et mon projet d'édition, c'est une édition monolingue, mais c'est quand même dans une autre langue que le français. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler du pouvoir et censure à Florence au XVIe siècle pour une édition numérique de la Storia Fiorentina de Benedetto Varchi. Et je vais commencer. La philologie des éditions numériques constitue un champ de recherche très riche qui permet de réfléchir sur des questions théoriques et méthodologiques particulièrement complexes et de dépasser les limites de la philologie traditionnelle. D'autre part, elle pose à son tour des défis qui peuvent se résumer en termes d'ontologie et de représentation du texte, de durabilité de l'objet numérique et de l'absence, à l'heure actuelle, d'une interface unique et standardisée qui soit capable de traduire dans un environnement numérique des fichiers XML reproduisant l'état d'un texte qui a connu une évolution en plusieurs étapes. Ces communications partent d'une prémisse théorique, celle de la représentation d'un texte inachevé, publié sous une forme censurée, et se concentre sur une étude des cas, la Storia Fiorentina, histoire florentine de Benedetto Varchi, afin de réfléchir sur les potentiels et les limites de l'édition numérique quand celle-ci vise à être utilisée à la fois comme un texte destiné à un public de spécialistes, philologues et historiens, et à la fois comme un outil didactique. Le projet d'édition numérique fait partie du projet financé par les CRSH. Je voudrais commencer ma communication par une observation. Tous les textbooks de critique textuelle traditionnelle recommandent de respecter la soi-disant dernière volonté de l'auteur, c'est-à-dire la forme la plus complète qu'un auteur donne à son propre texte. C'est un problème largement débattu par les critiques et sur lequel il ne faut pas trop s'attarder. Ce principe part de l'hypothèse que l'auteur, en intervenant sur les textes, produit une version qu'il juge meilleure que la précédente. Ce principe s'applique avant tout aux textes modernes. À l'aide du copyright et de la liberté d'expression, on considère généralement que l'auteur a le pouvoir d'agir sur sa propre œuvre. Le philologue, dans ces cas, ne doit avoir aucun doute. Il faut sans hésiter établir un texte critique qui correspond à la dernière volonté de l'auteur. La situation devient beaucoup plus complexe et délicate lorsqu'un texte est publié sans l'autorisation de l'auteur ou lorsque l'auteur est contraint pour diverses raisons, censure, marketing, etc., de modifier les textes contre son gré. Les critiques italiens ont parlé d'édition censurée ou de correction forcée de l'auteur. Dans ce cas également, le philologue doit adhérer au principe de la dernière volonté de l'auteur et publier un texte dans la version qui soit clairement approuvée par l'auteur ou dans laquelle sa volonté propre s'exprime sans interférence, par exemple dans la version qui précède sa censure. Selon cette logique, il faudrait cependant sacrifier sur l'autel de ces principes des œuvres universellement considérées comme supérieures aux versions corrigées
est approuvé par l'auteur. Si l'on remonte donc dans les temps et que l'on se penche sur les textes qui furent imprimés avant la création du concept de copyright et des propriétés intellectuelles, avant donc le XVIIIe siècle, la situation se complique car l'auteur ne fait pas toujours partie de la chaîne de production menant au texte publié. En fait, entre l'auteur et l'imprimeur, il y a la figure du correcteur éditorial qui souvent, sans le consentement de l'auteur, peut modifier les textes en apportant des corrections portant sur le style et même les contenus, christianisant par exemple certains passages ou censurant ceux qui sont jugés immoraux. N'oublions pas que le statut de texte imprimé était bien différent de celui qu'il y a aujourd'hui. Non seulement certains auteurs considéraient l'imprimerie avec beaucoup de suspicion, mais aussi, pendant plusieurs siècles, une même œuvre pouvait circuler uniquement sous forme manuscrite ou simultanément à sa version imprimée. Dans ces cas, plusieurs versions, différentes tant dans leur format que dans leur contenu, pouvaient circuler en même temps. Comme nous allons le voir dans un instant, la situation se complique encore quand un texte continue de circuler et d'être modifié après la mort de l'auteur dans la forme souhaitée par ses éditeurs posthumes. L'ouvrage sur lequel je me concentrerai aujourd'hui, La Storia Fiorentina de Benedetto Varchi, est particulièrement complexe, car, comme nous le verrons, il concentre à lui seul tous les problèmes que nous avons évoqués jusqu'ici. Il s'agit d'un texte inachevé qui existe à la fois sous une forme voulue par l'auteur et à la fois sous une forme censurée après sa mort. Je donnerai tout d'abord quelques informations biographiques sur Varchi avant de parler de l'œuvre et des défis que l'on rencontre quand on veut représenter toutes les étapes de son évolution textuelle. La figure intellectuelle de Benedetto Varchi, philosophe, poète et historien, après avoir été dans l'ombre pendant plus d'un siècle, a fait l'objet de ces dernières années d'un renouveau sous la forme d'études qui en ont justement souligné l'importance comme l'un des auteurs les plus prolifiques et polyvalents de la Renaissance florentine du XVIe siècle, véritable miroir de la culture italienne de l'époque. La Florence du XVIe siècle n'était plus la République de Laurent le Magnifique, des Politiciens, des Ficins. Dans le contexte des guerres d'Italie, l'ancienne République avait été secouée par une série de muets, jusqu'à ce que, mise à genoux lors du siège de 1530, elle doit reposer les armes face aux troupes de l'empereur Charles Quint et soit cédée en 1532 aux Médicis, faisant disparaître à jamais le rêve républicain de la liberté. Varchi fut le témoin privilégié de cette période difficile et vécut personnellement les passages tragiques entre une Florence républicaine revendiquant sa liberté politique et une Florence forcée de quitter Florence, et une Florence muselée par un duc tout puissant. Suite à l'accession au trône des comtes de Médicis, 1537, il fut forcé de quitter Florence pour avoir épousé des idées pro-républicaines. Son talent ne passa pas inaperçu à Côme. Le duc décida de le gracier et de lui permettre de rentrer à Florence, le chargeant en 1546 d'écrire une histoire de Florence qui prolongerait celle de Machiavel. Cette histoire deviendra la Storia Fiorentina, dont je vais vous parler plus en détail à présent. Varchi n'était pas un historien et n'avait pas été directement impliqué dans les événements politiques des années précédentes. Il dut donc réunir une énorme quantité de données provenant de trois sources principales. 1. Les documents officiels des archives de Florence. B. Les nombreuses histoires et chroniques des différentes cités italiennes qui l'on l'a retrouvé dans sa bibliothèque personnelle. Et enfin, c'est les témoignages directs des protagonistes des événements. Nous avons d'abord trace de ce travail de collecte de données dans des divers manuscrits qui contiennent un nombre infini de notes, des schémas, des résumés des différents travaux et documents, comme on peut le voir dans cette image. Dans le même temps, Varchi commence à rédiger la Storia Fiorentina en se concentrant tout d'abord sur la rédaction des différents événements historiques individuels et de les relier les unes aux autres au sein du récit global structuré en différents livres. L'œuvre prend rapidement une dimension monumentale. De 6 livres, elle passe rapidement à 12 livres. Et alors que Varchi prévoyait de s'arrêter à l'année 1532, l'année où le prédécesseur des comtes de Médicis, Alexandre, fut nommé duc à Florence, comme les convainc de changer les plans de l'ouvrage
et découvrir l'histoire de Florence jusqu'à l'année 1537. Cependant, la storia fiorentina reste inachevée en raison de la mort brutale et soudaine de Varchi en 1565, à l'âge de 63 ans. Jusqu'ici, rien de bien compliqué pour le philologue, qui a à sa disposition nombre de documents et d'écrits autographes lui permettant d'entrevoir assez clairement la méthode de travail de Varchi et sa volonté en tant qu'auteur. Cependant, la situation se complique considérablement lorsque l'on prend en considération le fait que la storia fiorentina a connu une seconde vie, posthume cette fois, qui changea à jamais son contenu et sa forme et fut savamment orchestrée par les commanditaires de l'œuvre, les ducs Comtes de Médicis. Après la mort de l'auteur, Comte fait récupérer tous ses papiers, c'est-à-dire les 12 premiers livres achevés par Varchi, ainsi que le reste des livres, encore à l'état de brouillon. Avec l'aide d'un de ses associés, le savant et médecin Baccio Baldini, Comte s'attelle à mettre en ordre et donner une forme organique à la storia fiorentina, laquelle comprend désormais non seulement les 12 premiers livres achevés par Varchi, mais aussi 4 livres supplémentaires, résultant de la mise en forme des brouillons demeurés inachevés par Varchi à sa mort. Cette étape de rassemblement et de mise en forme se complique encore lorsqu'on sait que l'associé de Comte, Baccio Baldini, ne s'est pas contenté de rassembler les matériels de l'auteur, mais de les soumettre en révision en vue d'une édition imprimée. Or, cette révision, et c'est bien là tous les problèmes, n'est pas seulement une simple mise en forme. Elle se situe à mi-chemin entre la censure préventive des passages problématiques sur le plan religieux, moral ou politique et une révision stylistique. Le résultat est une œuvre en 16 livres qui couvre les événements jusqu'à l'année 1537, tel que les voulait Comte de Médicis, mais qui est brusquement interrompu. Et comme on peut le remarquer ici, on peut voir les notes à gauche de Baccio Baldini, ça c'est la main, l'écriture de Baccio Baldini, mais aussi à droite, une petite note qui, Comte de Médicis, écrit. J'étais capable de reconnaître l'écriture de Comte de Médicis. Donc, à droite, on a ça. Cette version de l'œuvre de Varchi, cette version finale, cette version des éditeurs, est contenue dans un manuscrit de luxe dédié à Comte et aujourd'hui à Parme. C'est un manuscrit qui vraiment a l'impression d'être un livre imprimé. Cependant, même après cette opération chirurgicale, la storia fiorentina restera à l'état manuscrit. Les circonstances qui ont empêché son impression ne sont pas claires et c'est l'un des aspects que j'étudie actuellement. Mais le fait est que l'ouvrage ne sera publié qu'en 1721, dans la version voulue par Comte. Face à une situation textuelle aussi complexe, le travail du philologue est particulièrement délicat. Où se situe la limite entre la volonté de l'auteur et celle de son patron? Et que faire du matériel demeuré inachevé par l'auteur? Que doit-on représenter? La version voulue par l'auteur, celle voulue par le patron, ou l'évolution du texte et les différentes révisions dont il fait l'objet? Comme on va le voir, seule une édition numérique permet de relever ces défis. Les différentes étapes dans la rédaction de la storia fiorentina peuvent être résumées selon les schémas suivants. Et donc, on a le texte de base, qui est le texte du copiste de Varchi, donc c'est le texte qu'on voit dans cette image, et on a des corrections de type A qui sont du copiste et qui sont de type génétique, donc c'est les corrections voulues par les copistes qui travaillent pour Varchi, qui sont sans doute dictées par Varchi qui disait non, là il faut changer. Corrections de type B, qui sont des types évolutifs, c'est-à-dire des révisions qui Varchi a apportées à son texte. Et ici, dans l'image, on a cette correction-là. On a aussi des corrections de type évolutif, d'une autre façon, c'est-à-dire les révisions voulues par Baldini à la demande du commanditaire de l'œuvre comme de Médicis. On a ça ici. Et une dernière type de correction, qui sont des types évolutifs, qui sont d'une main postérieure à celle de Baldini et non identifiée à ce jour, laquelle retouche ces dernières corrections en 2 ou 3 points dans tous les manuscrits.
Revenons aux premières réflexions sur les œuvres posthumes réalisées par d'autres que de l'auteur. Un philologue traditionnel, en vue d'une édition papier, devrait se poser la question de savoir quel texte choisir comme texte de base. Celui souhaité par l'auteur ou celui souhaité par l'éditeur. Dans le cas des Varchi, la réponse n'est pas simple. Tout d'abord, il faut distinguer entre ce qui Varchi jugeait digne de circulation et tout le matériel qui avait une forme plus ou moins complète, mais était encore à l'état de brouillon. La version voulue par Com et Baccio Baldini, en revanche, bien qu'ayant censuré, mais Com était tout de même celui qui l'avait commissionné, a le mérite de donner une forme organique au texte et de représenter tout ce que Carlo Ossola appelait le prestige historique d'un témoin. L'éditeur moderne du texte en format papier est donc confronté à un dilemme. Représenter la volonté de l'auteur ou documenter le texte tel qu'il a été connu et transmis dans la Vulgata voulue par Com. Or, c'est là qu'on entrevoit les limites de la philologie traditionnelle et de l'édition critique imprimée sur papier. La constitution du texte, selon la volonté de l'auteur, comprendrait deux apparats critiques distincts. Un apparat de type génétique avec les corrections A et B, et un apparat de type évolutif avec les corrections de type C et D. En revanche, la constitution du texte selon la volonté de l'éditeur placerait toutes les corrections du type A, B, C et D, dont j'avais parlé tout à l'heure, sur le même plan au sein d'un apparat génétique unique. En d'autres termes, il faudrait imprimer deux versions du texte différentes au sein d'une édition qui prendrait une dimension monumentale, serait coûteuse et fort difficile à utiliser. En revanche, l'édition numérique permet de surmonter ces difficultés en dépassant la dichotomie entre les deux formats évoqués ci-dessus, puisque dans l'édition numérique, critique numérique, le balisage permet de représenter simultanément plusieurs versions. Dans notre cas précis, il nous permet de représenter non pas deux, mais trois versions sur une même plateforme et donne au lecteur la possibilité de lire soit la transcription diplomatique d'un document donné, c'est-à-dire le facsimilé du manuscrit, soit un texte critique établi par les philologues modernes dans ces deux versions possibles. A, dans la version voulue par l'auteur, y compris les corrections que Varchi apporte lui-même à son texte, et B, dans la version voulue par Com et Baldini, avec ses interventions éditoriales et des censures. Tel est l'un des buts principaux de mon projet. Comme je l'ai évoqué plus haut, l'un des défis majeurs de l'édition numérique est la création d'une interface unique et standardisée qui soit capable de traduire dans un environnement numérique les fichiers XML reproduisant l'état d'un texte et son évolution. Il existe un nombre d'interfaces de ce genre, mais tous nécessitent des modifications importantes qui permettent d'adapter l'interface à la situation textuelle propre à chaque œuvre. Une des étapes préliminaires à mon projet CRSH fut justement la création d'une plateforme qui puisse s'adapter à la situation textuelle propre à la Storia Fiorentina. Celle-ci fait l'objet d'un premier projet, le projet Vasto, lancé début 2020 en collaboration avec le DARC, le Digital Humanities Research Center de l'Université de Bologne, qui visait à mettre en place un prototype d'édition numérique. Dans ce contexte, nous nous sommes concentrés sur une petite partie de l'œuvre de Varchi, à savoir la préface de la Storia Fiorentina, et nous avons utilisé comme interface la plateforme EVT Beta 2. Cette plateforme, dans sa version 1.0, avait déjà été utilisée, par exemple, pour créer l'édition critique, l'édition numérique, du Vercelli Book. Et c'est une collection très importante de poésie anglo-saxonne. La création du prototype pour la Storia Fiorentina obéit à trois critères. 1. L'interopérabilité qui justifie le balisage en XML TEI. 2. L'utilisabilité et la diffusion. EVT, c'est un outil de mise à jour open source, flexible et relativement facile à utiliser. Et c'est la durabilité. Le projet est hébergé sur les serveurs du DARC qui assure sa gestion dans le long terme. Le texte a d'abord été transcrit avec des critères semi-diplomatiques qui, d'une part, respectaient la mise en page du texte et, d'autre part, garantissaient un minimum de lisibilité.
Lors de la phase de balisage, les différentes stratigraphies textuelles ont été balisées et distinguées par des différentes couleurs. Cependant, quand il s'agit de donner au lecteur la possibilité de choisir le texte dans la version semi-diplomatique et dans le texte critique, en choisissant tour à tour entre la dernière volonté de l'auteur et le texte voulu par Baldini et Combes, nous nous sommes heurtés à un défi de taille que nous n'avons pas encore pu relever, précisément en raison des limites de l'interface lui-même. La plateforme EVT ne prend pas encore en charge cette fonctionnalité. L'on se rend compte dans ces contextes que les problèmes théoriques et méthodologiques du philologue permettent de repousser les limites actuelles de la technologie qui pourrait répondre à nos besoins, mais ne le fait pas encore. Malgré ces défis, les avantages de l'édition numérique sont évidents. Le lecteur n'est pas contraint de renoncer, comme c'est le cas pour l'édition papier, à l'étude analytique du document, donc à l'édition diplomatique, d'un point de vue paléographique, linguistique, stylistique. Bien plus, il peut en même temps opter pour une lecture approfondie du texte, c'est-à-dire l'édition critique. Et il peut aussi simultanément suivre les variations internes, distinguer les différentes étapes évolutives du texte, comme les corrections du copiste ou de l'auteur, les révisions posthumes, etc. Et même les étudier séparément, puisqu'elles sont indiquées par des couleurs différentes, selon un système qui remplace dans les représentations l'apparat critique du texte et les acronymes d'identification d'édition papier. Comme je l'ai mentionné plus haut, les projets prévoient également une utilisation pédagogique. Lors de la réalisation du prototype, nous avons également balisé les noms des personnes, des lieux et des dates, en ajoutant des annotations permettant d'envisager ces éléments textuels dans le contexte historique, fait d'autant plus nécessaire pour un texte historiographique. Cet aspect permet aussi une analyse approfondie et contextualisée des variantes d'auteurs et de celles faites par les censeurs, souvent liées à des situations, des personnages, des événements nécessitant une illustration particulière ou qui sont directement censurés. La plateforme s'assortit aussi d'outils de contextualisation historico-géographique, avec une chronologie, des cartes géographiques, des références aux œuvres d'art citées, lesquelles fournissent au lecteur sur demande toutes les informations qui ne pourraient pas être visibles simultanément dans une édition papier. L'édition numérique, ainsi créée, résout divers problèmes pédagogiques en montrant l'interaction fructueuse de l'édition diplomatique, de l'édition critique, de l'édition génétique et de l'édition annotée, et en présentant les textes dans un site qui contextualise la storia et son contenu. Cependant, outre les difficultés relatives à l'interface mentionnée plus haut, un tel projet pose des défis à la fois en termes de délai de mise en œuvre, la quantité de matériel est immense et d'une grande complexité, et de niveau de précision adopté en termes de balisage pour représenter les éléments qui ne sont pas en eux-mêmes des éléments essentiels, tels que la ponctuation et le système des majuscules et minuscules, mais qui, selon les standards de la philologie traditionnelle, se doit d'être mentionné de façon exhaustive. Pour conclure, le projet Vasto a permis des sorties de l'impasse qui résultent de la distinction théorique entre la dernière volonté de l'auteur et la dernière volonté de l'éditeur, offrant d'un côté au lecteur non spécialiste le choix entre un texte dans sa réalisation la plus avancée et un texte défini comme une œuvre finie, mais qui est cependant le résultat d'une série de révisions et d'opérations de censure survenues après la mort de l'auteur. De l'autre côté, le lecteur plus expérimenté examinera plutôt les différentes stratifications textuelles dans la transcription diplomatique. Dans la discussion qui va suivre, j'espère avoir des conseils et des suggestions qui pourront m'aider, tant d'un point de vue méthodologique et pratique, à la réalisation de mon projet. Merci pour votre attention.